Bonjour à tous. Euh, je vais vous parler donc de la contribution de GRT Gaz pour la décarbonation et de notre coopération avec des startups. Donc je m'appelle Philippe Manouni, je suis responsable innovation de GRT Gaz. Alors je vais tout d'abord peut-être vous présenter brièvement qu'est-ce que c'est que GRT Gaz. Alors tout d'abord, quelle est notre raison d'être? Comme vous le voyez, notre raison d'être, c'est ensemble rendre possible un avenir énergétique sûr, abordable et neutre pour le climat. Donc tous les mots sont évidemment importants. Sûr, c'est la sécurité industrielle. Et je dirais que c'est la raison pour laquelle GRTgaz n'est pas très connu, c'est que voilà, on n'est pas connu parce que on est discret dans la sécurité industrielle. C'est vraiment notre premier produit. En réalité, nous, ce qu'on vend, pas officiellement, mais ce qu'on vend en pratique, c'est vraiment la sécurité industrielle. Il y a autant de pipelines en France de GRTgaz que de voies ferrées. La différence, c'est que les voies ferrées, vous les voyez. Hein, on prend le train, on voit les passages à niveau. Alors que les pipelines de GRT Gaz, personne ne les voit. Alors, personne ne les voit parce ils sont tous enterrés. Et vous voyez en bas à droite, la petite balise jaune représente la présence d'un gazoduc sous la balise. Donc si vous êtes très observateur dans les campagnes, parce qu'on est essentiellement en zone hors zone urbaine, nos pipelines sont présents et donc encore une fois ils sont très nombreux, 30 000 km environ pour toute la France. Ce sont des pipelines en acier, tous en haute pression. Alors haute pression, ça veut dire entre 30 et 80 bars, donc c'est très important. Et comme c'est une pression très élevée, d'où les enjeux de sécurité industrielle. C'est lié et c'est la raison pour laquelle nos opérateurs de maintenance font beaucoup de prévention, beaucoup de maintenance préventive, que ce soit sur les infrastructures linéaires, donc les pipelines, ou dans les postes de détente. Les postes de détente sont les petites stations d'interface, bien souvent avec GRDF, donc l'opérateur de distribution, qui a encore plus de linéaires que nous en longueur, mais évidemment, ces gazoducs sont de pression bien plus faible que la nôtre, hein, quelques bars à comparer à GRT Gaz, donc entre 30 et 80 bars. Donc vous voyez la carte de notre réseau, hein, on est vraiment présent partout. Et vous voyez également des points gris. Et donc les points gris, ce sont les stations de compression, puisque voilà, le gaz dans les pipelines, c'est un peu de la thermodynamique, la mécanique des fluides. Et donc au bout d'un moment, il faut redonner de la vitesse au gaz, et donc des stations de compression qui redonnent de la vitesse. Et c'est la raison pour laquelle ces stations de compression, les points gris, sont espacés de façon régulière sur le réseau pour redonner de la vitesse régulièrement au gaz. Donc comme vous le voyez, nous sommes plus de 3000 salariés à GRT Gaz, environ 25% de femmes. D'ailleurs, on a un enjeu très important, dont je ne vais pas vraiment développer aujourd'hui, mais c'est un enjeu important pour GRT Gaz, c'est de féminiser nos métiers techniques, puisque les métiers d'opérateur de maintenance sont principalement, ou en tout cas historiquement masculins, et on a un grand enjeu. D'ailleurs, je suis invité après-demain auprès de la métropole d'Aix-Marseille pour développer ce sujet qui est important pour la métropole d'Aix-Marseille, mais également évidemment important pour GRT Gaz. Donc on est très focus sur ces sujets de diversité. Donc vous voyez qu'on a obtenu le label diversité déjà, je crois, en 2015. On a 95 sur 100 à l'indice égalité professionnelle. Donc ces sujets de diversité, d'inclusion sont très très prégnants chez GRT Gaz et très importants pour GRT Gaz. Et donc encore une fois, nos grands sujets, sécurité industrielle et celui que je vais aborder aujourd'hui, décarbonation. Donc, et décarbonation, on est même convaincu qu'on ne peut pas le faire complètement tout seul. Il faut vraiment faire ça en collectif. Donc en collectif, soit avec des académies, des écoles, soit avec d'autres entreprises, soit avec des startups. Et donc c'est ce sujet que je vais présenter aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions au fil de l'eau, je pense que c'est plus interactif, plus agréable de prendre les questions au fil de l'eau s'il y en a. Donc n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous passer un micro.
Alors l'innovation à GRT Gaz, elle est d'un côté partout, parce que l'innovation, c'est sur le terrain hein, qu'elle doit être présente auprès de tous les opérateurs de maintenance, les opérateurs techniques. Mais l'innovation est également et surtout dans notre centre de recherche. Donc on a un très grand centre de recherche avec environ 150 personnes qui est situé sur 3 sites principaux. Donc il y a le site de Fos-sur-Mer, Jupiter 1000. Donc Jupiter 1000, c'est un site hyper innovant. C'est le premier démonstrateur de France pour la production d'hydrogène vert et pour la production de méthane de synthèse. Donc en pratique, grâce à l'électrolyse de l'eau, donc on crée de l'hydrogène vert. Et cet hydrogène vert, on le mélange avec du CO2 qui vient des industries autour du bassin de Fos-sur-Mer pour créer du méthane de synthèse. Et donc on a bâti ce démonstrateur avec quelques entreprises partenaires il y a déjà 5-6 ans, le temps passe vite. Et donc pour nous, c'est vraiment un modèle pour contribuer efficacement à la transition écologique. Et donc basé encore une fois sur un bassin très industriel pour capter un maximum de CO2 qui viennent des autres industries. On a également une partie de notre centre de recherche, donc pas loin d'ici, à Alfortville, qui est une partie de centre de recherche très focalisée sur l'hydrogène. Comme vous le savez, nous, le gaz, historiquement, c'est du méthane, mais l'innovation, on se projette dans le moyen terme, on se projette dans le long terme, et donc on a beaucoup de réflexions pour convertir des infrastructures à l'hydrogène, parce que c'est vrai qu'on peut aussi en construire des neufs, mais c'est quand même bien mieux de convertir des anciens gazoducs hein, par rapport aux 30 000 km de réseau dont je parlais dans l'introduction, de convertir un maximum de gazoducs d'aujourd'hui en hydrogénéoducs de demain. Et donc on a une grosse activité de recherche et développement là-dessus et on espère convertir dans les toutes prochaines années notre premier pipeline, actuellement de méthane, demain à l'hydrogène. Et donc là, on réfléchit de plein de façons de faire en fonction de la pression de l'hydrogène. Pour vous donner quelques exemples techniques, faut-il revertir l'intérieur des gazoducs ou pas? Et donc ça dépend de la pression, ça dépend des besoins. Mais donc voilà, tout ça pour dire qu'on a une grosse partie de recherche à Alfortville sur ce sujet. Et puis on a une autre partie qui est en fait la partie principale en nombre de personnes à Villeneuve-la-Garenne. Donc c'est dans le nord du 92. Où là, il y a un maximum de chercheurs qui, je vais y revenir d'ailleurs, qui sont sur un maximum de sujets de recherche, d'avenir, que ce soit pour avoir des gazoducs éventuellement en d'autres matériaux classiers. Et puis, c'est beaucoup de recherche également sur la décarbonation. Comment faire moins de rejets, comment également faire moins de maintenance, comment voilà être de plus en plus efficace sur la transition énergétique qui est, comme je le disais, dans notre raison d'être, donc très importante pour nous. Donc ici, justement, vous avez toutes les parties du centre de recherche. Donc RISE, c'est le centre de recherche de GRT Gaz. Recherche et innovation Center for Energy, hein, c'est un acronyme anglais parce qu'on a beaucoup de clients en Europe et voire même au-delà de l'Europe, aux États-Unis. Et donc vous voyez toutes les parties. Donc Optise, c'est l'optimisation du fonctionnement par rapport à ce que je disais. Donc la décarbonation, l'impact, c'est également réduire notre impact énergétique. Les nouveaux gaz, donc j'ai cité tout à l'heure l'hydrogène, il y a le CO2, il y a aussi le biogaz. Donc le biogaz, pour vous donner un ordre d'idée, on a comme objectif de faire x5 en 5 ans, ce qui est énorme, et ce qui permettrait d'ici 5 ans qu'il y ait plus de biogaz dans le réseau qu'il n'y avait de gaz russe avant la guerre en Ukraine. Donc c'est extrêmement ambitieux. Pour rappel, il n'y a plus de gaz russe dans le réseau de GRT Gaz donc depuis déjà plus qu'1 an. Les robinets ont été coupés vers le mois de septembre 2022. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais progressivement, puis on est tombé à zéro vers septembre 2022. En parallèle de cette guerre en Ukraine, la sobriété a beaucoup touché donc les consommations de gaz. On fait moins 20% dans notre réseau par rapport à avant la guerre en Ukraine, et on pense que ça ne reviendra pas. C'est-à-dire que c'est une sobriété acquise par les consommateurs industriels, aussi par les consommateurs particuliers, mais donc c'est vraiment important, hein, moins 20% en à peine 2 ans. Et on est convaincu que ça reviendra pas, que c'est une sobriété acquise qui est évidemment également très bonne pour la transition écologique. Donc ça, c'est la partie nouveau gaz.
La partie hydrogène et CO2, j'en ai un peu parlé, mais c'est vrai que c'est crucial pour nous. Donc, convertir petit à petit une partie de notre réseau de méthane pour créer un réseau hydrogène et capter le CO2 produit par d'autres entreprises, d'autres industries, pour transporter du CO2 et acheminer le CO2 sur des points de stockage qui peuvent être divers. Hein. Ça peut être des anciens stockages de gaz, par exemple. Mais donc là, il y a vraiment un avenir certainement en transport de CO2. Alors, tous ces gaz, vus de loin, ça reste du transport, ça reste des pipelines, probablement en acier. Mais vu de près, évidemment, c'est pas du tout les mêmes capacités physico-chimiques entre le méthane, le CO2 et l'hydrogène. Donc, vu de près, ça change tout. Vu de la maintenance des opérateurs de recherche des gaz, ça change tout. Il y a quasiment tout à inventer. Pour donner un exemple pratique, quand on détend, c'est-à-dire on baisse la pression du méthane, on crée du froid. Et quand on détend de l'hydrogène, c'est l'inverse, on crée du chaud. C'est-à-dire que ça paraît vraiment bête, mais c'est le contraire, quoi. Les caractéristiques physico-chimiques sont inversées entre le méthane et l'hydrogène. L'hydrogène est également une molécule beaucoup plus petite, hein, c'est la plus petite parmi les gaz existants, et donc l'hydrogène est beaucoup plus sujet à créer des fuites que n'est le méthane. En pratique, les fuites de méthane, on maîtrise. C'est-à-dire qu'on les traque, on les cherche, on fait ce qu'il faut pour avoir un niveau de fuite de méthane aussi proche que possible de zéro. Et nos ouvrages en base sont étanches. En hydrogène, le challenge est plus compliqué. Donc tous ces sujets-là, pour nous, de loin, bon, macro, un gaz est un gaz, mais de près, technologiquement, c'est très différent, et donc on a des challenges technologiques sur lesquels, évidemment, Rice est très impliqué. Et puis donc, la cinquième partie, hein, c'est également préparer l'avenir en termes d'organisation, en termes de compétences. Hein, le mot compétence, c'est un mot crucial pour nous maintenant, puisqu'on prépare les collègues opérateurs de maintenance justement à ces nouveaux gaz. Et donc, il y a un véritable challenge pour nous. Alors récemment, ça veut dire il y a 18 mois, nous avons créé notre incubateur à start-up. Alors, on l'a créé modestement. On a choisi 4 start-up de profil plutôt jeune pousse. On a appelé l'incubateur Nova. Et donc ça c'était donc fin 2022, début 2023. On a identifié, on a fait un concours de start-up. On a identifié 4 lauréats et on a mis nos 4 lauréats dans Nova. Le but, c'était pas de faire des levées de fonds et de mettre des fonds dans des startups pour pouvoir les racheter. C'était pas du tout notre intention. C'était de créer une coopération, d'ouvrir notre centre de recherche aux startups qu'on a sélectionnés, d'ouvrir à ces startups l'environnement de GRTgaz au-delà du centre de recherche, mais à l'ensemble de l'expertise technique et pas forcément technique, hein, au-delà de la technique même. Pour créer une coopération à la fois au niveau technique, mais également, j'allais dire, au niveau culturel. Nous, on n'est pas une start-up et on raisonne pas comme les start-up. C'est-à-dire que nous, on réfléchit beaucoup, on prend des décisions lentement, et les start-up, elles réfléchissent vite et elles prennent des décisions rapides. Et ça, pour nous, ça nous a attiré comme, comment je peux dire, échange culturel. Et en fait, quand on réfléchit, c'est vrai qu'il y a un gros avantage à réfléchir vite, c'est que et décider vite, c'est que si on se trompe, voilà, on l'accepte mieux et on accepte de changer d'avis, de revenir en arrière. Chez nous, culturellement, c'était l'inverse. Comment on réfléchissait assez longtemps, on avait du mal à se remettre en cause si on s'apercevait que notre décision n'était pas forcément la mieux adaptée, ou si en plus le contexte avait changé. Et donc finalement, on apprend beaucoup de cette coopération avec les startups. Du coup, on prolonge l'expérience Nova et on vient de signer avec 4 nouvelles startups début janvier 2024. On part du principe qu'on fait des promotions d'1 an, qui ont 4 startups pendant 1 an, et on change chaque 1er janvier.
Donc là, vous voyez, on est au début de notre deuxième promotion. Et encore une fois, voilà, on cherche à créer une relation sur une thématique qui est le sujet phare de la startup en question. Donc je vais y venir dans les prochains slides, et en choisissant des startups qui ont chacune un objet très différent. Et donc en pratique, Nova, physiquement, est basé à cheval de notre centre de recherche de Rice et à cheval au siège social de l'entreprise qui se trouve à Bois-Colombes, près de la Défense. Donc voilà les 8 startups qui soit sont dans Nova aujourd'hui, les 4 dernières, et les 4 premières, c'est celles de la promotion donc 2023. Alors je vais en dire un petit mot de chacune. Donc SafeEar, c'est une startup qui bosse dans la production auditive. Donc on est dans la sécurité, dans la prévention. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais on a chaque année des accidents du travail liés à une perte d'audition. On a des chantiers bruyants. Et quand pour une raison ou pour une autre, un collègue ne porte pas ses protections individuelles de protection auditive, il s'expose justement à un accident du travail dû au chantier bruyant. Et les oreilles, c'est comme les yeux, quoi. Ça revient pas. Donc c'est un vrai sujet, c'est un vrai enjeu. Et donc pour nous aider à progresser plus vite, donc on s'est associé à cette startup SafeEar qui a conçu une protection auditive connectée et qui permet à plusieurs salariés dans une atmosphère très sonore, à la fois d'être protégés de l'atmosphère sonore, mais également de pouvoir parler entre eux, jusqu'à 3 ou 4 personnes, ce qui est suffisant pour la taille de nos chantiers. Et donc ça, c'est un grand progrès. Et nous sommes en train, premier semestre 2024, je regarde mes collègues en disant ça, de tester dans toute la France cette protection auditive, afin de pouvoir faire un REX d'ici la fin du printemps, et de décider si on étend à toute l'entreprise ou pas cette protection auditive. Mais j'espère que ça pourra marcher parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, et encore une fois, chaque année, il y a toujours eu un ou plusieurs accidents liés à des pertes potentielles d'audition sur des chantiers très bruyants, pendant lesquels les collègues avaient besoin d'échanger, de parler, et pour parler, ils enlevaient provisoirement, même quelques secondes, leur protection. Donc ça, c'est SafeEar. C-Advance, donc c'est une startup qui bosse dans la maintenance prédictive. Donc là, c'est un sujet technique, mais très important pour nous, que ce soit les pipelines, que ce soit les petites stations, donc les postes de détente d'interface avec GRDF, ou que ce soit les grosses stations de compression, donc les stations, vous avez vu sur la carte au début, il y en a une vingtaine en France, où on redonne de la vitesse au gaz. Tout l'objet, c'est de passer d'une ancienne maintenance préventive à une maintenance prédictive. Ça veut dire, alors ce que je veux dire est super théorique, intervenir quasiment la veille de la panne. Donc en fonction du REX, en fonction des données, identifier quand est-ce que la panne peut arriver, et arriver juste la veille. Encore une fois, c'est super théorique, mais c'est l'idée, donc de réduire la maintenance en la rendant prédictive. Et donc là, c'est très technique. C'est un sujet sur lequel il est probable qu'on ait besoin d'intelligence artificielle, de données. Et selon moi, on va commencer à trouver les premières applications pour les petits postes de détente. Alors pourquoi ? Déjà parce qu'ils sont nombreux. On a environ 5000 postes de détente en France. Et donc il y a un énorme enjeu et plus d'intérêt, plutôt qu'à d'avoir des maintenances indifférenciées environ annuelles, d'avoir des maintenances adaptées au poste, avec une fréquence soit plus forte qu'un an, soit moins forte qu'un an, mais vraiment adaptée aux besoins. Bon, sachant que ces infrastructures-là ont, comment je peux dire, une sollicitation par les clients, et également de notre côté un état qui est assez hétérogène parce qu'ils ont été construits au fil des années. Donc évidemment, ils sont maintenus très régulièrement, mais en tout cas leurs besoins en maintenance c'est certainement hétérogène. Ilsen, je les prends dans l'ordre de la carte. Donc c'est une start-up qui est basée dans l'Aube et qui nous a beaucoup aidé pour l'identification de la position des robinets. Ça paraît simple, mais savoir si un robinet est ouvert ou fermé, mais vu qu'on a des dizaines de milliers de robinets, voire même bien plus, je pense des centaines de milliers de robinets,
Bah, c'est une aide utile pour, encore une fois, pour la sécurité industrielle. Donc, l'ILSEN, c'était la promotion 2023, nous a bien aidé. Alors, au milieu du slide, Lynx. Lynx, c'est également la promotion 2023. C'est certainement une des startups avec lesquelles on a une coopération la plus aboutie. Parce que, donc, Lynx fait des lunettes de réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité augmentée. Et on a trouvé des cas d'usage dans plein de domaines. Historiquement, le cas d'usage était de simuler une fuite de gaz dans une station de compression. Alors, évidemment, un accident de gaz, une fuite de gaz, et qui plus est une fuite de gaz enflammée, je touche du bois, ça arrive jamais. Mais on a besoin, pour nos exercices de maintenance, de prévention, d'en simuler. Et les lunettes de réalité augmentée permettent de simuler avec la vision, mais également avec le bruit d'une fuite. Donc c'est un bruit énorme, environ 100 décibels, ou plus, enfin le bruit comparable à un réacteur d'avion. Encore une fois, on simule une fuite de gaz à haute pression, donc sur une station de compression, avec des flammes qui peuvent faire quelques dizaines de mètres de haut. Donc c'est vraiment, on simule le pire qui puisse arriver et qui n'est jamais arrivé. Et comme ça n'est jamais arrivé et qu'on souhaite que ça continue à jamais arriver, et ben les lunettes de réalité augmentée, donc de la startup Lynx, qui est basée en région parisienne, nous sont utiles. On a créé cette coopération, on a réalisé plusieurs simulations donc de fuite de gaz enflammé dans plusieurs stations de compression. Et tout en travaillant avec Lynx, on a découvert d'autres intérêts possibles de coopération. Et donc on a fait d'autres tests sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec les fuites de gaz enflammés. Par exemple, des tests qui permettent à des opérateurs de terrain de rendre compte de ce qu'ils font et de leur vision dans un poste vis-à-vis d'experts de techniques, entre guillemets, techniques spéciales, en pratique du comptage ou de la télétransmission. Et comme ça, les experts de techniques spéciales peuvent donner des instructions directement aux opérateurs de terrain sans avoir à se déplacer. Donc ça, on a fait cette test au mois de novembre, récemment. Ça s'est bien passé. On va continuer à faire d'autres tests. Et on s'est rendu compte justement que ces tests avaient comme conclusion qu'il faut renforcer la communication entre l'opérateur de maintenance, quand je dis maintenance, c'est tout type de maintenance, vis-à-vis de l'expertise de la maintenance comptage télétransmission. Et puis en poussant encore cette coopération, on a trouvé d'autres potentialités de développement en commun avec Lynx pour renforcer les compétences. Tout à l'heure, je parlais de l'importance à GRT Gaz d'élargir, renforcer les compétences vis-à-vis de la transition énergétique, vis-à-vis de l'arrivée des nouveaux gaz pour nous. Mais donc les lunettes de réalité augmentée sont une nouvelle application pour renforcer le professionnalisme de demain. Et donc, théoriquement, si tout se passe comme on l'espère que ça se passe, la coopération avec Lynx devrait être renforcée et il y a un marché potentiel de quelques centaines peut-être de lunettes que l'on pourrait élaborer. Donc juste à côté du logo de Lynx, vous voyez le logo avec un petit dirigeable, Lium. Donc ça c'est une petite start-up qui est basée dans le sud de la France et avec lequel on a fait des exercices, des essais de comment on peut dire, de repérer des fuites par un ballon qui survole nos stations de compression. Donc le ballon a un énorme avantage par rapport au drone, c'est que le drone, il faut un pilote à terre. Donc le drone, il va pas voler plus que quelques heures. Alors que le ballon, on peut le laisser quelques semaines en l'air, voire plus. Il n'y a pas vraiment limite à laisser un dirigeable en l'air. Donc c'est un dirigeable qui est retenu par un câble. Il n'y a pas d'opérateur dans le dirigeable, il n'y a pas d'opérateur au sol. Et donc le dirigeable peut justement surveiller la station et en particulier éventuellement s'il y en a à repérer des fuites, mais repérer tout incident de façon plus large que le problème des fuites. Et donc là, c'est tout simple, la technologie donc pas très compliquée, mais donc les tests se sont bien passés et on pense en effet qu'il y a une coopération qui sera développée avec donc cette startup Lium. Donc si je poursuis comme ça montre également que toutes ces startups sont dans des domaines très différents. Et alors sachant que l'ensemble d'entre elles, c'est des petites startups, on a choisi plutôt des jeunes pousses. Jeunes pousses, ça veut dire que dans chaque startup, il y a tout au plus une dizaine de personnes. Donc Mirega, c'est une startup qui est basée dans la région de Lyon et qui est spécialiste en comptage télétransmission.
Celle-là est dans la promo 2024, donc toute nouvelle chez nous. Et donc on est très confiant de par leur sérieux de créer une belle coopération avec Mirega. Et de même, promo 2024, Revco. Donc c'est une startup spécialisée dans le captage du carbone. Donc là, on travaille dans les innovations de demain et d'après-demain. C'est de la vraie innovation. GRTgaz n'a pas spécialement de compétences dans le captage du carbone. On a récemment été appelé par l'école des mines d'Alès pour faire un hackathon de leurs étudiants sur le captage du carbone dans l'air. Donc, pour être très franc, ce hackathon a eu lieu la semaine dernière. C'était tellement bien passé que l'école nous a demandé de rester en contact pendant 4 semaines pour animer les étudiants maintenant, non pas physiquement chez eux à Alès pendant 48 heures comme on l'a fait, mais pendant 4 semaines à distance avec des réunions Teams. Mais nous, ça nous intéresse au sens que c'est toujours bien d'avoir des hackathons sur des sujets vraiment de l'innovation de demain et d'après-demain, et voire d'après-après-demain. Et c'est vraiment voilà des sujets de demain, donc capter le carbone dans l'air. Si on sait capter le carbone dans l'air, on sait le capter proche des zones d'émission, c'est-à-dire en particulier dans les zones industrielles. Je reviens à Fos-sur-Mer, mais ça peut marcher n'importe où. Et après, donc voilà, il y a le sujet du transport du CO2, le sujet du captage du stockage du CO2. Et sachant que technologiquement, on a laissé ouvert comment faire le captage du carbone dans l'air, soit de façon technologique, soit de façon biologique. Et d'ailleurs, ce qui m'a assez étonné, c'est qu'aux mines d'Alès, les étudiants ont été beaucoup plus inspirés par le captage biologique, par des enzymes. Ils m'ont expliqué donc la semaine dernière quel type d'enzyme pourrait aider à capter ce carbone dans l'air. Et donc là vraiment voilà, on est encore une fois dans l'innovation de demain et d'après-demain. Et donc Revco donc était intéressé par ce sujet. Évidemment, c'est au cœur de leur savoir-faire. Et donc Revco est associé à ces hackathons et la suite, ce que l'école des mines d'Alès a appelé le challenge créativité qui devrait se prolonger jusqu'à mi-avril. Et enfin, j'ai oublié Alomnia. Donc Alomnia, c'est une petite start-up donc de la génération 2023 qui est sur l'énergie solaire et donc le développement d'énergie solaire. Donc vous voyez, on est loin du gaz, mais ça illustre bien que GRTgaz n'est pas arrivé sur le gaz méthane, mais a bien une perspective de gaz bien plus large. Encore une fois, notre objectif à court terme, c'est le biogaz. Et ça se comprend bien pourquoi. Le biogaz est fabriqué en France. Donc c'est un nouveau marché pour les agriculteurs français. C'est l'économie circulaire. On récupère les déchets, soit de la production de champs agricoles, soit par de l'élevage. C'est un nouveau métier pour eux. Souvent, en tout cas, moi j'en ai rencontré, des agriculteurs traditionnels donnent leur exploitation à leurs fils et eux se mettent au biogaz. Parce que c'est un autre métier. Mais c'est le même état d'esprit, de disponibilité. Il faut être présent toute l'année. C'est pas un job télétravaillable. C'est vraiment un job local, difficile mais passionnant. Et donc voilà, on est très heureux de coopérer avec cette filière de la production de biogaz, qui encore une fois a pour objectif de faire x5 en 5 ans. Donc c'est très ambitieux. Pas sûr qu'on réussisse, mais en tout cas on fera tout pour réussir. Sachant que x5 en 5 ans, donc il y a un enjeu technique, mais il y a aussi un enjeu humain. Ça veut dire qu'il faut trouver aussi assez de personnes pour faire fonctionner les méthaniseurs. Et on est toujours sur un sujet job non télétravaillable. Il faut être sur place. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'à GRTgaz, la partie maintenance n'est pas télétravaillable non plus. Il faut être sur place. Et c'est la raison pour laquelle les salariés GRTgaz sont tous sur le terrain, autour donc des 30 000 kilomètres de pipeline et de la vingtaine de stations de compression. Finalement, il n'y a que les collègues du siège social qui ont un travail plutôt en partie tertiaire, donc ils peuvent plus facilement télétravailler. Voilà, donc moralité de ça, Nova a été créé donc il y a 18 mois, on est au début encore de la deuxième promotion. Donc vous voyez des startups de métiers très différents, d'état d'esprit assez proches, jeunes pousses, très motivés, et auxquels on ouvre notre centre de recherche et les directions d'expertise pour coopérer au plus vite et donc créer idéalement des marchés avec elles.
Alors, j'arrive maintenant à l'accélérateur. Ce que j'ai oublié de dire jusqu'à maintenant, donc nous, l'innovation, on a plusieurs dispositifs. Je parlais de Nova à l'instant. L'accélérateur, je vais en parler maintenant. On a d'autres dispositifs classiques de l'innovation, donc le design, l'open innovation qui est très ouverte évidemment sur l'externe et les startups. On a un dispositif très important pour l'interne, c'est le challenge innovation. Et ça, c'est une force historique. Ça veut dire que chaque année, on invite les salariés à proposer des innovations. Et chaque année, on a plusieurs centaines de salariés qui répondent positivement et qui présentent en 2023 118 innovations. Et après, on a des jurys thématiques, puis un jury final pour évaluer ces différentes propositions d'innovation. Et on essaye de implémenter le top 20. Donc, vous voyez, un top 20 par rapport à 118, ça veut dire que la plupart, on peut pas le faire. Alors, soit parce que on a identifié des obstacles, soit aussi tout simplement parce qu'on a besoin de se prioriser nous-mêmes. Et c'est là où je reviens à ce que je disais au début, l'état d'esprit. On préfère prendre des décisions un peu nous aussi comme les startups rapidement, quitte à se tromper. Et si une innovation qu'on avait identifiée en prioritaire rencontre des obstacles imprévus, on l'arrête, on fait des renoncements. Et je vous avoue qu'on fait beaucoup de renoncements. À peu près le tiers de notre portefeuille d'innovation finit en renoncement. Donc c'est beaucoup. Au tout début, c'est même un peu vexant. Mais malheureusement, heureusement, on s'habitue à ça. Et au bout d'un moment, ça devient quotidien de faire des renoncements. Et pour positiver, à chaque fois qu'il y a un renoncement, on prend une innovation nouvelle du portefeuille. Et on a toujours à peu près donc un portefeuille de 30 à 40 innovations qu'on arrive à gérer en même temps. Mais on sait très bien que sur les 30 ou 40, il y aura toujours le tiers qui sera sur lequel on fera un renoncement ou pour lequel il y aura des obstacles assez imprévus. Et ça durant l'année, c'est-à-dire que celle aujourd'hui, fin mars, si j'ai une vision qui a 30 innovations, on est raisonnablement optimiste, dès septembre, c'est-à-dire dans 6 mois, il y en a sûrement le quart qu'on aura stoppé parce que ça coûtera trop cher, ça prendra trop de temps ou ça rapportera pas assez. Donc j'en profite donc pour dire un mot de nos KPI principaux. Donc le KPI principal, c'est combien de mètres cubes sauvés, mètres cubes de méthane sauvés, qu'on n'enverra pas à l'atmosphère. Combien d'électricité on consommera pas. Donc l'électricité sauvée. Évidemment, il y a aussi la performance économique, donc combien d'euros sauvés. Il y a la performance temps, combien de temps gagné, combien de déplacements évités. Quelles compétences nouvelles on apporte. Donc voilà nos KPI, donc qui sont très variés, donc les mètres cubes, les kilowattheures, les compétences, le temps, la sécurité, j'ai oublié de la citer, la sécurité, donc le KPI sécurité est très important pour nous. Qu'est-ce que j'apporte en sécurité au collectif? Et encore une fois, si j'évite un déplacement, j'évite du temps dans une voiture, parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de déplacements par voiture pour faire la maintenance. Ça, on ne peut pas le faire en train. Donc nos KPI innovation sont très variés et comme vous le voyez, pas du tout limités aux euros gagnés et aux KPI économiques. Et donc j'arrive maintenant à ce dispositif qu'on appelle l'accélérateur. Alors pour résumer l'ensemble de ces parties, l'accélérateur en fait va se focaliser sur les innovations à plus fort potentiel par rapport aux KPI que je viens d'évoquer. Donc les innovations sur lesquelles nous on croit le plus. Nous, on pense qu'il y aura le plus d'intérêt et le plus grand potentiel pour l'entreprise ou pour nos clients, on va les mettre dans l'accélérateur. Ce qui veut dire dans l'accélérateur, il y en a, une douzaine, maximum, 10-12 innovations en parallèle dans l'accélérateur. Elles restent dans l'accélérateur quelques mois. Et l'accélérateur, il est fait, comme son nom l'indique, pour les accélérer. Ça veut dire pour les tester plus fortement, les éprouver plus fortement et voir soit s'il y a un obstacle, et là, potentiellement, on arrêtera. Soit si les obstacles sont levés, et là, on les développera. Et on essaiera de les déployer à l'échelle de toute l'entreprise. Donc, l'accélérateur, c'est vraiment pour nous une partie clé de la direction innovation. C'est là où on met les plus grands potentiels, c'est là où on les éprouve, c'est là où on les teste, et c'est là, idéalement, où on les déploie. Donc voilà, comme ça j'ai résumé
en quelques minutes l'ensemble de ce processus, mais en fait c'est la même chose. Hein. C'est encore une fois, vous voyez le POC qui est au milieu, c'est le test, le grand test. Alors en innovation, il nous faut toujours à l'interne de GRT Gaz des expérimentateurs. La force de notre organisation, c'est qu'on a un réseau d'innovateurs. Donc nous, l'équipe innovation, on n'est pas nombreux, on est une dizaine. En fait, on est exactement 10, on est 10. Plus 10 alternants, donc en tout on est 20. Mais au-delà de nous, on a 100 collègues du réseau innovation. Les 100 collègues, ils sont beaucoup dans les équipes de terrain, dans les directions opérationnelles. Donc ils sont les futurs utilisateurs. Et en tant que futurs utilisateurs, ce sont eux qui nous aident à expérimenter les innovations pour lesquelles on croit beaucoup. Donc c'est dans notre jargon, hein, on dit les early adopteurs ou les early expérimentateurs. C'est là où on fait le dernier test final qui peut durer quelques semaines, quelques mois, et à la suite duquel on fait déploiement toute entreprise. Et donc pour nous, voilà, ces 100 collègues-là, pour une fois 100 collègues rapportés à 3000 salariés, ils ont un rôle crucial. Alors évidemment, ils ont tous un métier, ils ont tous une direction, donc ils sont pas à plein temps avec nous l'innovation, mais ils ont un rôle crucial dans le système d'expérimentation et de déploiement. Nous on les connaît bien et donc on sait que voilà, telle et telle équipe, telle et telle zone géographique sont plutôt des early expérimentateurs et des early adopteurs. Et évidemment on passe très 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 souvent par eux. Alors, je vais maintenant, tout en partant de l'accélérateur, faire un focus sur Détox ton réseau. Détox ton réseau, c'est une de nos pépites d'innovation. C'est une innovation assez récente, hein, qu'on a créée il y a quoi 2 ans 3 ans maximum. Allez, 2-3 ans. Donc, Détox ton réseau, c'est un mini compresseur qui permet de faire de la maintenance sans aucun rejet, aucun rejet, je veux dire, de méthane dans l'atmosphère. Encore une fois, hein, je reprends mon introduction, le réseau est étanche, il n'y a pas de rejet naturel, mais à chaque fois qu'on fait de la maintenance, il y a un risque de créer un petit rejet. Et donc le détox ton réseau, que vous voyez sur le schéma, hein, c'est le petit appareil gris là, avec les roulettes. Il comprime le gaz de la partie que l'on va maintenir pour remettre le gaz derrière sur la partie qui n'a pas besoin de maintenance, à la sortie du poste. Et donc, il permet de faire, pour la maintenance quotidienne, ça veut dire les postes de détente, encore une fois les mêmes dont je parlais tout à l'heure, l'interface avec GRDF, il permet de faire de la maintenance zéro émission avec ce petit appareil de compression. Donc ça, c'est vraiment top pour l'environnement. Comme toujours, dans les meilleurs systèmes, il y a un inconvénient. L'inconvénient, c'est que cette petite maintenance prend environ 15 minutes de plus qu'une maintenance classique qui émettrait du méthane à l'atmosphère. Et donc, nous, innovation, on a été voir les équipes de terrain, on leur a dit, bon, voilà, est-ce que vous accepteriez de faire cette maintenance verte avec le mini compresseur détox non réseau? Et ce qui était vraiment génial, c'est que les collègues de terrain, ils nous ont dit, en gros, bah, écoutez, évidemment, à notre époque où l'écologie est vraiment super importante, évidemment qu'on accepte de prendre un quart d'heure de plus, sachant que c'est pas un quart d'heure de perdu, c'est un quart d'heure pendant lequel ils font autre chose. Et il y a d'autres parties de poste sur lesquelles il y a de la maintenance à faire. Et donc, nos collègues salariés ont été enthousiastes d'adopter ce détox ton réseau. Et maintenant, notre problème, je vous avoue, notre problème, c'est que il faut qu'on construise plus d'appareils détox ton réseau. Donc, on travaille avec une petite entreprise qui est basée à Beauvais et sur lequel on va lui demander de développer un plus grand nombre d'appareils détox ton réseau pour faire que toutes les équipes, ou en tout cas un maximum d'équipes, soient équipées. En même temps qu'on faisait les tests de l'appareil détox non réseau, on l'a développé. C'est-à-dire qu'on est passé d'un petit appareil sur 2 roulettes, que vous avez vu sur la photo précédente, à un appareil plus important. On l'a adapté d'abord pour les petits postes 4 bars,
Et puis on est en train, on vient de l'adapter maintenant au poste 16 bar, et ce qui veut dire que pendant qu'on l'expérimentait à un certain type de poste, on l'a développé pour un plus grand type de poste. Et maintenant, on a développé plusieurs versions du détox non réseau adaptées à tous les postes de l'entreprise. Donc on en est très fiers. Et pour tout vous dire, pas plus tard que la semaine dernière, on a été invité à former. Alors, ce que je dis est à moitié inexact, mais bon, je vais dire pourquoi c'est à moitié inexact. On a été invité par nos collègues, les transporteurs de gaz suisses, à les former à la maintenance verte. Alors en fait, c'est à moitié inexact parce que ils nous ont invités sur un produit un peu plus ancien que Détox non réseau, qui est un produit qu'on appelle brûlage bleu, pour certaines parties d'opération où on n'a pas le choix, qu'il faut bien qu'il y ait malheureusement on ne veut pas capter tout le méthane, même si on fait des efforts de recompression. On a créé un brûlage bleu, c'est-à-dire un brûlage complet qui brûle complètement le méthane. Concrètement, quand vous voyez des flammes dans les raffineries, on brûle le méthane mais la flamme est jaune. C'est-à-dire que le brûlage est incomplet. Une partie du méthane n'est pas brûlée et s'échappe. Le problème du méthane, c'est qu'il a un gros effet de serre. Et donc on a nous créé le brûlage bleu. Alors bleu, en fait, il faut pas s'imaginer un bleu franc. C'est un bleu transparent ou un bleu ciel très très clair, qui est un brûlage complet du méthane, qui brûle à 100%. Qu'on a développé, donc c'est un tout petit peu moins récent que le détox non réseau, donc on l'a fait il y a 4-5 ans. Et cette innovation nous a été achetée par la Suisse, et donc on a été deux collègues ici présents ont été en Suisse la semaine dernière pour expliquer donc à 40 opérateurs suisses le fonctionnement du brûlage bleu. Donc tout ça pour dire que voilà, la nouvelle maintenance, qu'on a appelée la maintenance verte au sens maintenance sans émission, est très importante pour GRT Gaz, et on souhaite non seulement le faire pour nous, mais on souhaite le développer également dans les pays adjacents. Donc ces derniers mois, nous avons été le porter en Allemagne, donc en Suisse la semaine dernière. On l'a porté auparavant à la Belgique. Donc voilà, Belgique, Allemagne, Suisse, les pays autour de nous. Bon, évidemment, la Lettonie nous a aussi appelé, mais on fera un Teams ou quoi, parce que bon, c'est plus simple. On ne peut pas faire toute l'Europe pour enseigner, quoi. Et donc là, vous voyez la dernière version du détox non réseau. Alors pour info, on l'a amené avec nous à Techinov, donc sur notre stand là au milieu. On a cette remorque avec le mini compresseur de gaz détox non réseau. Donc là, il était testé, vous voyez, près de la Tour Eiffel. Il est ici à Techinov, et donc c'est la toute dernière version qui date de début 2024. Et c'est elle qu'on va déployer au maximum dorénavant pour la maintenance verte. Et donc vous voyez quelques photos. Donc la photo du milieu, c'est une opération pour les Allemands. Donc les Allemands, pour info, sont en jaune, les Français sont en bleu. À droite, c'est une opération pour GRDF. Donc c'était un des premiers tests qu'on ait fait. Je crois que c'est juillet, si je me rappelle bien. Juillet 2023. On l'a testé à GRDF. Enfin, pour GRDF. Et puis la photo de gauche, c'est justement le brûlage bleu que j'évoquais. Donc vous voyez le bleu, il est super clair. Donc ce brûlage 100% du méthane. Je me souviens plus si c'est à Baldenheim en Alsace qu'on a fait ça. Ah, c'est en Suisse aussi. Oui, oui. Donc c'est près de Bâle. C'est ça, station suisse près de Bâle. Voilà, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc les Suisses qui nous ont acheté la formation la semaine dernière, nous avaient acheté également le matériel quelques mois auparavant, donc vers la fin 2023. Et donc cette opération de brûlage bleu, oui, je me souviens, date du mois de novembre 2023. Et donc c'est l'ensemble de ces innovations qu'on appelle maintenance verte, un détox non réseau, le brûlage bleu. Il y a également d'autres innovations qu'on range dans la maintenance verte. La plus importante que j'ai pas évoquée aujourd'hui, c'est un très gros compresseur, donc on appelle le QBA, Quick Booster Access, qui est fait pour la grosse maintenance. Grosse maintenance, ça veut dire que là, on la fait pas tous les jours, on la fait une fois par mois, une fois par 6 mois, selon les installations, pour recomprimer des grosses quantités de méthane d'un pipeline à un autre,
Donc là, évidemment, comme il y a beaucoup de volume en jeu, il y a zéro émission. Mais pour faire zéro émission d'un gros volume, il faut des gros compresseurs. Et donc là, on n'est pas du tout dans la petite remorque à 2 roues que vous voyez sur la photo centrale et la photo de droite. On est sur des gros compresseurs qui tiennent sur un semi-remorque. Donc c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même maniabilité, ce sont pas les mêmes contraintes, mais les volumes en jeu sont certainement 100 ou 1000 fois supérieurs à ceux de la maintenance quotidienne avec lequel on fait la maintenance verte. Donc tout ça pour dire, je crois que c'est mon slide de conclusion, oui c'est ça, j'en ai plus. La moralité que je voudrais souligner en conclusion, c'est pour GRT Gaz, l'environnement, la décarbonation, c'est vraiment clé. Comme c'est clé, on va développer la maintenance verte, qu'on enrichit année après année, mais tout ça c'est récent, puisque le volage bleu a moins de 5 ans, Détox Non Réseau a moins de 3 ans, donc on est encore au début. Le fait qu'on le porte dans les pays adjacents, donc Allemagne, Suisse, Belgique, ça date de 2023, donc c'est très récent. Et le cœur de tout ça, encore une fois, hein, c'est ce que j'évoquais au milieu, c'est la coopération avec les startups, parce que derrière chaque appareil, il y a une ou plusieurs startups, dans Nova ou hors Nova, parce que Nova, évidemment, nous, on est très content que notre incubateur à startup fonctionne bien, mais on travaille pas évidemment avec que des startups dans Nova, puisqu'on a décidé dès le début de limiter à Nova à 4 startups par promotion. Donc, on a besoin et on est content de poursuivre la coopération avec les startups dans et hors Nova pour la décarbonation principalement. C'est vraiment pour nous un facteur de progresser techniquement, de réfléchir différemment. Donc, ça entre dans la transformation culturelle et j'espère, en tout cas, on fait tout pour que ce soit gagnant-gagnant pour eux comme pour nous. Donc, je ne sais pas si vous avez des remarques ou des questions ou des sujets que j'ai pas évoqués que vous souhaiterez que j'évoque. Un micro va arriver. Bonjour, Joséphine Cibré, Raise Lab. Je me demandais à quel horizon de temps vous fixez de développer ces solutions. Est-ce que c'est des horizons de court, moyen, long terme en fonction des sujets notamment peut-être? En fait, on vise de pas attendre, mais on est conscient que tout prend du temps. Pour être très franc, on a eu un petit accident sur notre Détox Non Réseau au mois de février 2024, un raccord à lâcher. Et moi, j'ai eu une frayeur. Je me suis dit, est-ce que ça va pas tuer l'innovation de voir qu'il y a un problème de sécurité? Encore une fois, par rapport à mon introduction, la sécurité, c'est le cœur de notre préoccupation. Donc, s'il y a un accident sur l'innovation, quelque part, on la met en danger. Et en fait, j'ai l'impression que c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que la réparation a été lancée très vite et le nouveau Détox Non Réseau, il est mieux que celui d'avant. On a remplacé le raccord en plastique par un raccord en inox. Et donc, il est plus solide qu'avant. Et on a toujours autant de early adopteurs, early expérimentateurs. Et pour moi, ça, c'était vraiment un obstacle important de passer au-delà d'un accident ponctuel dans une équipe, je crois que c'était à Brive-la-Gaillarde, hein, où il y a eu l'accident. Et du coup, l'accident de Brive-la-Gaillarde, il est connu dans toute la France, mais il est connu positivement parce qu'on sait maintenant que ça marche mieux qu'avant. Donc, on espère, tout en étant conscient que tout prend du temps, et en achetant plus de Détox Non Réseau, et ben le développer au plus vite. Alors je ne suis pas capable de vous donner un horizon très précis, mais puisque en fait nos équipes de maintenance sont, comme elles sont dispersées dans toute la France, idéalement il faudrait que chacune d'entre elles en ait un pour pouvoir tous les jours faire de la maintenance verte. Merci. En tout cas, merci de votre attention. Bon après-midi.